Salut la Pragmatime. Est-ce que vous aimez l'agriculture biologique? Vous savez que l'Europe est en train d'essayer de pousser au maximum ce type d'agriculture. Alors, moi je suis mi-figue mi-raisin par rapport à ça, puisque l'agriculture biologique, qui a le beau tampon, qui a le beau label, eh bien c'est plus les normes françaises d'il y a 20 ans, c'est les normes européennes qui autorisent tout un paquet de produits que diffuser sur tes légumes. Mais tu peux avoir le logo bio et produire tes légumes comme il faut. Cela dit, le bio, entre guillemets, industriel, les maraîchers en grosse quantité, qui font de la grosse quantité, je pense bien que ils passent des produits, c'est pas possible, sinon embaucher 300 personnes, c'est pas rentable. Mais on va parler de ça aujourd'hui, parce que les Pays-Baltes sont en tête de liste, franchement, ils dominent le game au niveau européen de l'agriculture biologique. Et pour le coup, on va dire que l'exploitation qu'ils nous présentent, c'est une exploitation un peu comme la nôtre, donc là, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais il faut toujours se souvenir que derrière le bio, il y a différents bio. Comme il y a différents, d'ailleurs, conventionnels. Il y a le conventionnel qui va travailler quasiment comme le bio. D'ailleurs, moi, je suis en conventionnel, si tu veux aller par là, puisque j'ai pas le label. Et pourtant, je suis encore plus bio que le bio. Et tu as le conventionnel qui va foutre tas d'engrais chimiques, tas de produits, puis vas-y que je te pousse, quoi. Les pays baltes, champions européens de l'agriculture biologique. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Un champ de production, regarde les poireaux, avec de l'herbe, là il y a de l'herbe, il y a de l'herbe, et il y a des cultures au milieu, regarde. Pour les allergiques à la mauvaise herbe, vous voyez que ma façon de travailler n'a rien de farfelu, en fait. C'est... En vrai, quand tu commences à aller vers de l'agriculture bio, tout le monde fait un peu comme ça, tu vois. Je n'ai rien inventé, encore une fois. Je n'invente rien. Je ne fais que suivre ni plus ni moins que les préceptes 1 de permaculture et 2 de mes collègues, ni plus ni moins. Depuis leur entrée dans l'UE en 2004, les pays baltes ont fait de l'agriculture biologique un dossier prioritaire. Ils sont désormais un exemple salué en Europe. En Lettonie, le bio se porte très bien. À la ferme Ragar, sur les hauteurs du petit village de Skiveri, en Lettonie, Janice Vevar, et non pas Vevor, qui essaye de placer ses produits un peu partout sur internet, montre les branches des pruniers qui ploient sous le poids des fruits jusqu'à toucher le sol. Cette année, les conditions météorologiques ont été très difficiles malgré tout, nos récoltes n'ont jamais été si abondantes, commente l'agriculteur de 38 ans. Son cas est loin d'être rare, partout dans le pays, l'agriculture bio vit de beaux jours. En ce mois d'août particulièrement ensoleillé, sa ferme en agriculture biologique a des aires de jardin d'Éden. Au-delà des vergers bien garnis et d'une allée d'arbustes à mini-kiwi, particulièrement goûteux, le terrain en pente offre une vue dégagée sur la rivière d'Ogava. Ici, radieuse courge et courgettes côtoient maïs et haricots, non loin d'une parcelle de menthe. La ferme couvre 7,5 hectares. Oh putain! Ah ouais, c'est énorme. T'as embauché du monde. Dont environ la moitié de terres agricoles. L'autre moitié étant occupée par des forêts. Ok, donc tac, ça lui fait plus que 3,2 hectares. Ok, ouais, là c'est à peu près comme nos tuteurs qui ont 20 ans d'expérience, ils sont à 5. Avec de la mécanisation. Dont environ la moitié de terres agricoles. L'autre moitié étant occupée par des forêts. Surtout de bouleaux, dont on récupère la sève. Un peu plus haut, 6 grandes serres accueillent des cultures de l'été. Tomates, radis, poivrons, salades, fenouil, basilic. Toutes les plantations sont réalisées selon un agencement savamment réfléchi et expérimenté au fil des années. Alors voilà, là, il y a une petite phrase intéressante. Tu vois, moi je vous parlais dans plusieurs vidéos, je vous expliquais mon métier, je vous ai expliqué mon entreprise est une merguez, pour vous expliquer comment c'était d'installer une entreprise agricole. Et effectivement, au fil des années, tu réorientes ton assolement, en fait. La première année, tu tatouilles. Tu y vas un petit peu à tâtons, tu vois que t'as merdé à des endroits. Deuxième année, t'améliores à peu près le truc. Troisième année, on n'est pas trop mal, en vrai, sur l'assolement. Et il n'y a plus que des petits ajustements assez minimes à faire. Et en fait, je reprends mon assolement, là. Je fais quasiment le même l'année prochaine, juste pour faire ma rotation de culture.
je décale d'un module. Et voilà, ça c'est... Faut expérimenter le truc, comme ils disent, au fil des années, et puis après tu affines. Avec un principe phare, que la Terre ne reste jamais à nu. Alors, qu'une Terre ne reste jamais à nu, tu vois qu'il n'y a pas de paille là. Hein. On vous parle pas de sol paillé. Là, c'est un sol couvert de végétaux. C'est de la mauvaise herbe et on s'en branle. Ça dépend encore de la mauvaise herbe que tu as. Dès qu'une récolte est terminée, une autre culture est mise en place. Voilà, ça c'est pareil, c'est ce que je vous ai expliqué. Explique Janice Vévard, cheveux blonds et teint hâlé. Située à environ 80 km de la capitale Riga, la ferme Ragar a été fondée en 92, juste après l'indépendance retrouvée de la Lettonie. Janice Vevar l'a hérité de ses grands-parents, des pionniers de l'agriculture biologique dans ce petit pays de 1,9 million d'habitants. À l'époque soviétique, ma grand-mère, Mara, était chercheuse à l'institut scientifique local. Elle a fait des expériences officieuses sur ce terrain dès les années 70-80, sur la façon de cultiver sans engrais. Quand ils ont démarré la ferme avec mon grand-père, le terrain était presque abandonné. Comme nous. Bon, nous on a quand même moins grand. Avec un sol terrible. Putain, et franchement, on dirait mon histoire. Et peut-être que dans... Tu vois, là, c'est dans les années 80, donc peut-être que dans 40 ans, hein, quand mon fils aura passé ça à son fils, etc., peut-être qu'on écrira un article hein, sur moi, on sait pas, peut-être, on sait pas. L'époque était très dure, mais ils étaient tous les deux passionnés de la terre et des plantes, relate le petit-fils. Sa grand-mère a laissé de nombreuses recettes de tisanes tirées de sa longue expérience et de ses connaissances des plantes médicinales. À la tête du domaine agricole depuis 2008, Janice Vevar confie avoir énormément appris de ses grands-parents. Il s'en occupe aujourd'hui avec sa compagne, Elina Skudra, architecte de formation qui a laissé tomber son métier pour le rejoindre. On fait tout ensemble, c'est plus efficace et plus intéressant aussi, dit l'agriculteur. Au total, la ferme Ragar fait pousser chaque année entre 100 et 150 cultures différentes. Putain, c'est énorme. C'est énorme. On est entre 30 et 45 suivant les saisons de cultures différentes. C'est énorme. 150, c'est énorme. Fortier, je crois qu'il est sur 50 variétés. Fruits, légumes, fleurs, herbes aromatiques et etc. Et produit également épices et tisanes. C'est intense pour une ferme en bio, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un modèle durable et de pouvoir faire face aux aléas climatiques sans être dépendant d'une seule culture, voilà. Hein. Jamais mettre tous ces œufs dans le même panier, hein. C'est ce que, pareil, je vous expliquais. On a l'élevage de poules, on est en train de créer un élevage de lapins, on a les fruitiers, on a les petits fruitiers, on a les fraisiers, on a des herbes aromatiques et on a les cultures plein champ. Voilà, faut jamais tout mettre tes œufs dans le même panier. Si tu fais que de la culture maraîchère et que tu te ramasses une année de merde, bah t'as rien. Si tu fais que du fruitier et que tu te ramasses une année de merde, bah t'as rien. 30 années de travail acharné ont été nécessaires pour en arriver là. 95% de la production est écoulée en vente directe, marché, restaurateur, livraison, etc. Donc là, c'est notre ami Génas Vévar avec, je sais pas dit quel type d'arbre c'est, ça doit être un pommier, je crois. Ouais, ça a l'air d'être un pommier. Si cette ferme bio se porte si bien, c'est que au sein de l'Union européenne, qu'ils ont rejoint en 2004, les pays baltes portent une attention particulière aux questions environnementales et climatiques. Ils font ainsi partie de très bons élèves en matière d'agriculture biologique, parmi les pays les plus avancés dans la feuille de route de la ferme à la fourchette. Et là, j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé, j'ai plus le prénom et le nom, j'ai pas regardé avant l'article, qui m'a envoyé par mail un truc d'achat groupé dans les écoles d'aliments bio, hein, local. Mais pour faire des achats groupés, tu te rends bien compte qu'ils vont pas chercher chez un petit producteur, pour le coup. C'est une exploitation maraîchère industrielle, qui a le label bio. Pour pouvoir faire des achats de gros comme ça, c'est obligé. Et donc ça rentre justement dans cette thématique de la ferme à la fourchette. C'est-à-dire que, à la base, ils avaient poussé le truc, c'était obliger les écoles, toutes les écoles, à avoir 50% de leur alimentation qui soit produit par l'agriculture locale. Donc nous, on avait été contactés hein, par l'école de notre commune pour commencer à défricher le truc.
Et puis paf, derrière, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah non, obligation d'être en bio. Et on ne l'est pas, donc bah voilà, ça va partir sur quelque chose d'autre. Je m'en fous, le bio, c'est une belle saloperie. C'est tellement poussé que ça commence à me faire freiner les cas de fer, pour de vrai. C'est pas normal que ce soit autant poussé que ça. Derrière, t'as des lobbies. On a ouvert le marché du bio à tout un tas de produits. J'en discutais avec un collègue agriculteur qui me disait, tu sais, aujourd'hui, le bio a tellement été ouvert à tous les lobbies, et le conventionnel a tellement été restreint dans ses utilisations de produits, justement, c'est équivalent. C'est la même chose. Et visant 25% de surface agricole européenne, oui, donc les terres bio, la culture bio devrait prendre 25% des surfaces agricoles européennes cultivées en bio à l'horizon 2030. La Lettonie atteint 16%, soit près de 300 000 hectares, un chiffre multiplié par 3 entre 2005 et 2023. Alors, autre chose qui me fait freiner des cas de fer, c'est qu'on avait demandé le label bio. Et quand ils nous ont... Alors peut-être que d'une région à l'autre ça change, hein, mais nous quand on les a appelés, ils nous ont dit alors il faudra ça, il faudra ça, il faudra ça, il faudra ça, il faudra ça. Presque il faudrait vivre avec eux, tu vois. On a fait... Non. Ah oui, mais vous avez un crédit d'impôt quand même. Non, en fait, non, c'est bon. Euh, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'explique ce que je dois faire, comment je dois le faire, où je dois le faire, etc. J'ai pas besoin que tu mettes le nez dans mes comptes, j'ai pas besoin que de te... Parce qu'en fait, il fallait leur fournir l'accès au terrain constamment quand ils en avaient besoin. Ils font des prélèvements de terre, mais c'est à toi de payer l'étude de la Terre, d'accord? Donc en fait, les mecs ils viennent, ils disent bon bah, j'ai envoyé le truc au labo, il faudra que tu payes. Hein. Ah super, bah oui, sinon, est-ce que j'ai les fonds pour le faire là tout de suite? Est-ce que j'ai la trésorerie? Non? Tu t'en branles? Ok, super. Bref, c'était un bordel tellement monstrueux qu'on leur a dit d'aller se faire foutre en fait. Alors que théoriquement, on aurait pu passer dès la première année en bio puisqu'on partait d'une friche, on rappelle. Et là, on a dit non. Et puis, on en a parlé avec donc un maraîcher qui voulait passer en bio, donc lui, il aurait eu les 3 ans de transfert à faire. Pareil, il a dit non, 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 non. Lui, il était installé depuis 8 ans. Il a dit non, m'en parle plus du bio, c'est bon. C'est vrai que ça t'ouvre des portes, mais c'est bon. Il me casse les couilles, ça sera jamais de la vie. Et du coup, on a une autre maraîchère avec qui on discute, qui, elle, s'est mis en bio dès le départ, et qui regrette d'être en bio. Tellement il l'emmerde avec les normes, etc., etc. Parce que pourquoi? Parce que le cahier des charges a été revu hein, depuis les années 2000, et c'est un truc de cahier des charges qui est très adapté justement aux producteurs industriels, mais très mal adapté aux petits producteurs. Petits producteurs, hein, c'est moins de 5 hectares. Hein. C'est très mal adapté. Du coup, tu vois vers quoi ça se tourne, ton bio, là? Tu vois vers où ça va? Leur bio européen? Elle comptait l'an dernier 3610 exploitations bio, selon le service de soutien rural. Dans le trio de tête, l'Estonie, voisine, fait encore mieux, avec 23% de ses terres en agriculture biologique. Donc ouais, moi c'est ce que je vous dis, hein, vous voulez des agriculteurs bio, simplifiez le passage au bio, hein, vraiment. Arrêtez de nous casser les couilles. Moi je me mets en bio demain si tu me dis que c'est juste un truc administratif, et que tu viens juste vérifier si je suis vraiment en bio, que j'utilise aucun produit sur mon terrain, c'est tout. Là, moi, je fais ok, pas de problème, j'y passe. Juste derrière l'Autriche, 25%, et devant la Suède, 20%. Avec près de 10%, la France reste loin derrière. Oui, mais pourquoi? Parce que... Pourquoi la France est loin derrière? Pourquoi elle est à 10%? Parce que votre putain d'administration de merde! La Lettonie est également très bien placée en ce qui concerne l'élevage, avec plus d'un tiers, 36%. Des ovins et caprins élevés selon les méthodes de l'agriculture biologique. Il s'agit du chiffre le plus élevé de l'UE. Elle se classe au second rang pour les bovins, 26% derrière la Grèce. Le défi n'était pourtant pas simple à relever pour ces deux pays baltes qui ont fait partie de l'URSS pendant près de 50 ans, jusqu'au début des années 1990. En Union soviétique, l'agriculture était basée sur des fermes collectives, les kolkhozes, et les sovkhozes, qui fonctionnaient selon un modèle agricole concentré et intensif sur consommateurs de produits chimiques. Ces fermes ont disparu
avec l'indépendance de petites exploitations ont commencé à apparaître. Et donc là, on voit ce qu'ils font. À la ferme de Ragar, toutes les herbes sont récoltées et triées à la main. Ah, tiens, comme chez nous, tout est fait à la main. Elles sont ensuite séchées pour produire du thé. À 47 ans, Gustave Norkarklis est aux commandes d'une ferme familiale de 200 hectares. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un petit maraîcher de 200 hectares. Dans la région de Latgali, proche de la frontière biélorusse. Chaque samedi, d'août et septembre, il fait le déplacement à Riga pour vendre ses récoltes au marché de producteurs bio de Kalsiema. J'ai 3 heures de route aller, 3 heures retour, mais j'apprécie le contact humain, les échanges sur le marché, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans mon métier. Ouais, 200 hectares, tu les gères certainement pas seul. Ou certainement pas avec sans grosse mécanisation. En plus, si tu te tapes 6 heures dans la journée de route, tu vois, quand je te dis, il y a des soucis avec ce putain de bio. Profil agriculteur au polo noir, établi vert sapin aux couleurs de l'association lettonne de l'agriculture biologique, dont il a été président pendant 15 ans. Oh tiens, il y a vrai... C'est bizarre, il a été président de l'agriculture biologique pendant 15 ans, en Lettonie, et je vous disais que le bio d'il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec le bio actuel, qui a été poussé par des lobbies. Tiens, qui sait que ça arrange en ce moment, le bio? Les personnes qui ont des centaines d'hectares, c'est ce que je vous disais, ils ont pété le cahier des charges en fait. Il a passé la main en mars dernier, mais continue à être un membre actif de l'organisation. Ok. Il a passé la main à qui? On aimerait savoir. Quelle est la taille de l'exploitation à laquelle le mec qui est président de l'agriculture bio en Lettonie, quelle est sa taille? Certainement 3 hectares, j'imagine. Pour lui, le succès de l'agriculture biologique dans son pays est avant tout lié au contexte historique. À la chute de l'URSS, les gens ayant lancé leur exploitation ont choisi l'agriculture biologique. C'était beaucoup plus simple et plus économique. Ils n'avaient pas besoin d'acheter des produits chimiques. Faux! Maintenant, ils peuvent. Des pesticides. Faux! Maintenant, ils peuvent. Difficile à se procurer à cette époque. L'arrivée des certifications bio européennes n'a rien changé dans leur façon de travailler. Ils avaient toujours fonctionné comme ça. Non, l'Union européenne a ouvert le marché justement à ces deux trucs au-dessus. Autre facteur ayant favorisé le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, estime-t-il, la petite taille du pays qui facilite les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre agriculteurs. Peu compétitif dans l'UE. Si le constat global est positif, le marché des produits bio, en Lettonie comme ailleurs, en Europe, a été affecté par la guerre en Ukraine, la fameuse, et l'inflation sur les denrées alimentaires, enregistrant ces dernières années un ralentissement après 20 ans de croissance. Le pays peine également à exporter en raison du coût de transport très élevé. Notre position géographique nous rend peu compétitifs par rapport à d'autres pays d'Europe. À Scriveri, s'il reconnaît avoir reçu des aides conséquentes pour s'équiper en matériel, voilà, toujours, hein. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, le bio est complètement faussé. Il est derrière chargé en aide de l'État, en aide européenne. C'est une concurrence déloyale, en fait. Et quand les aides vont s'arrêter, vous allez voir la flambée des prix. Hein. Genas Vevar pointe du doigt un autre frein au développement du bio. L'agriculture raisonnée reçoit le même soutien financier que l'agriculture biologique, dit-il. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, puisque l'agriculture raisonnée n'a pas le crédit d'impôt que le bio, il a. L'agriculture biologique, dit-il. Comment cela peut-il inciter les gens à se convertir? La part du budget, tu vois, c'est toujours, il faut que ce soit l'État. C'est pas le fait que tu produises mieux ou tu produises de la qualité qui fait que tu passes là-dessus. C'est, en fait, faut inciter les gens par les aides financières. Le mec, on lui dit, il a reçu des aides conséquentes pour s'équiper en matériel, et il dit ouais, l'agriculture reçoit le même soutien financier que l'agriculture biologique. Je suis pas sûr qu'on lui ait payé du matériel aux agriculteurs en conventionnel, hein, en raisonné. Je suis pas sûr, moi.
La part du budget de la politique agricole commune, la PAC, consacrée à l'agriculture biologique, conversion et maintien, reste très limitée. Elle devrait représenter 5% des dépenses agricoles totales de l'UE pour la période 2023-2027. Malgré les difficultés, la Lettonie ne se décourage pas et compte bien avoir un quart de sa surface agricole cultivée en bio d'ici 2030. J'imagine bien sûr qu'avec 200 hectares, tu te plains de la PAC, oui. Oui, j'imagine. Arrête, s'il te plaît. Donc vous voyez que dans le bio, il y a à boire et à manger. Il y a des petites exploitations, la première qui nous ont présenté, qui est un peu comme la nôtre, en plus grand, nous on a 6000 m², eux ils ont 3 hectares, hein. C'est 5 fois plus, en termes de taille, ça fait aussi 5 fois plus d'emplois, d'accord? Et il y a le bio industriel. Celui qui va se gaver d'aides de l'État, celui qui va se gaver de PAC, etc., etc., et qui prend le bio parce que justement il y a des aides. Et quand on vous dit ouais non c'est la même chose, ils ont des aides en raisonné, non c'est pas les mêmes aides en fait, pas du tout la même chose. Ils ont la même PAC, et par contre il y a des bonus au bio. Donc voilà mes petits pragmas, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésite pas à me le dire en commentaire, en débattre entre vous. Et surtout, tu connais la musique maintenant, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours abonné, parce que YouTube vous désabonne, tu cloches. Mais partager, c'est très important, vous avez permis à la chaîne de sortir du shadowban, puisque j'ai maintenant des personnes qui me disent « Hop !» Et nous, on l'a vu en fait dans notre fil d'actu, on s'est abonné. Donc c'est grâce à vos partages de la Pragmatime que la chaîne est sortie du shadowban. Je pourrais redemander la monétisation le 1er octobre, mais il réserve le droit, si je le fais, de supprimer ma chaîne. Ah oui, eh oui, c'est à double tranchant. Tu veux ta monétisation? Tu veux perdre ta chaîne? J'adore YouTube. YouTube, c'est toujours comme ça, c'est... Enfin bref, on prendra le risque. Si après le 1er octobre je disparais, vous saurez que c'est parce que YouTube a pété un plomb. Enfin bref, la pragmatime. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.